Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un épisode avec Lionel, qui est passionné d'informatique et qui est beaucoup plus connu sous le pseudo de Topotam. Bonjour Lionel. Bonjour. Pour discuter à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Giovanni Loa. Lionel, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, la plupart d'entre vous me connaîtront sûrement, pourront peut-être déjà vu, sous le pseudo de Topotam, donc Lionel Gilles. Je travaille à Capgemini depuis 5 ans, en tant que pentester. Je viens d'un milieu qui est tout à fait différent de la sécurité. Peut-être qu'on va en parler après, justement. On peut en parler tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et à quel moment t'es tombé dans le chaudron de la cybersécurité ? Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça la cybersécurité, mais oui, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. J'ai un parcours assez atypique, que certains peut-être connaissent déjà. Mais on va dire à partir de mes 10 ans, mes parents ont acheté le premier ordinateur, c'était en 96-97. C'est un Pentium 2 200 MHz, je me rappelle encore, avec Windows 3.11, et donc j'ai commencé, ça m'a vraiment intéressé. J'étais quelqu'un de très intéressé par ça, etc., mais pas encore par le hacking. Et au fur et à mesure est venu assez rapidement en France, dans la fin des années 90, Internet, avec les 56K, etc. Donc on avait les modems Wanadu bleus. Je me rappelle encore ça. La Remanta, comment on l'appelait. Ouais. Déjà là, voilà. Et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment intrigué. Ça a commencé à me passionner parce que tout d'un coup, en fait, le monde s'ouvrait à nous, aux jeunes, qui nous, on était ados ou pré-ados, quoi, à cette période-là. Faut bien savoir qu'avant, fallait aller à la cabine pour parler aux gens, cabine téléphonique. On pouvait pas du jour au lendemain envoyer un message comme ça en une seconde qui va à l'autre bout du monde. Donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ça, à comment ça fonctionne, etc. Monter les ordinateurs, je pense un peu la base pour tout le monde. Et rapidement, j'ai commencé à tomber sur des forums, des BBS, ce genre de choses. En utilisant, il y avait des services comme Alta Vista, ce genre de choses à l'époque. Lycos peut-être même, pour ceux qui l'ont connu. Mais Lycos même, c'est venu après ça, mais bon. Il n'y avait pas encore Google. Et en fouinant un peu sur tout ça, il y avait tout ce qu'on appelait en fait la scène. C'est ça que vraiment qui m'a vraiment mis dedans. Moi, ensuite, c'est quand je suis tombé sur tout ce qui était la scène française et mondiale, où le savoir était transmis soit par ERC, soit dans des usines en fait, dans plusieurs usines français qui m'ont vraiment, qui étaient vraiment intéressants, comme No Route, No Way, on m'appelle, et HVU surtout, HVU pour tout ce qui était la radio. Avec Larsen, entre autres, parce qu'à l'époque je savais qui pas. A fini en prison d'ailleurs, non ? Oui, il y a eu des gros problèmes avec la DST à l'époque, parce qu'ils s'amusaient à donner les fréquences. Tout était en phonie, en clair en fait à l'époque. Mais ça, je pourrais revenir après là-dessus, parce que justement, c'est une grande part de ma passion, le radio-amateurisme. Et donc voilà, donc j'ai commencé à lire ça, à m'intéresser, puis à l'époque vraiment, on avait de tout dans les usines. On avait du fracking, donc comment exploiter les cabines téléphoniques, ce genre de choses. Il y avait vraiment les bases aussi du hacking avec ce qu'on peut appeler des malwares aujourd'hui, mais c'était Sub7, Backorify, je me rappelle encore des noms comme ça. NetBus, ouais, exact. Voilà. Et donc ça m'a vraiment, pour moi c'était un monde magique que ça m'a. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux, donc en plus de se dire je vais pouvoir rentrer dans l'ordi, et regarder un peu ce qu'il y a, tout en apprenant. J'ai continué comme ça jusqu'à 15-16 ans à faire le script kiddist, qu'on va dire, en essayant de lire. Après j'ai appris un peu l'anglais aussi tout seul parce que il y avait beaucoup de usines mais ils étaient pas en français, donc voilà. Et à 16 ans, la première année du lycée, je sais pas comment ça s'appelle, la seconde, j'ai arrêté l'école comme un imbécile. En fait, j'ai fait 6 mois. Et donc, c'est pas forcément la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, mais voilà. Donc, j'ai toujours continué jusqu'à après 20 ans
je continuais quand même beaucoup à faire informatique, mais ensuite il a fallu travailler, voilà, donc j'ai fait tout un tas de petits boulots. J'ai fait dans l'informatique ou non. Mon premier job c'était apprenti pâtissier à Disneyland d'ailleurs. Après j'ai fait serveur, barman, commis de cuisine, tout un tas de choses comme ça, agent de sécurité dans des grandes surfaces. Et après j'ai trouvé un truc qui me correspondait quand même plus vers 24-25 ans. J'aimais bien faire de l'assistance à personne, du secourisme et tout, voilà, bon. Mais on va dire de mes 20 à mes 27 ans, c'est vrai que à part faire du CTF de temps en temps, de suivre un petit peu l'évolution des vulnérabilités, j'étais pas vraiment encore en tout cas professionnellement dans ce monde-là. Je faisais des CTF avec une équipe qui s'appelle Securibag, qui sont plutôt sympas, qui m'avaient pris un peu sous mon aile. Et donc d'ailleurs c'est bien trouvé parce que c'est grâce à eux en fait que j'ai pu trouver mon premier emploi. À 28 ans, il y a quelqu'un qui s'appelle Mirac, donc Karim Hussein. Je répète souvent cette histoire-là, mais parce que je dois beaucoup. Qui m'a dit, écoute, t'as pas de diplôme, c'est pas grave. Moi, à l'époque, c'était appelé la Sogeti ESSEC. Il faisait de la R&D là-bas, en tant que docteur en crypto, avec Stéphane Lebert, d'autres personnes. Et donc il m'a dit, écoute, viens, on cherche un pentester, etc. Je t'organise un entretien, même si t'as pas de diplôme, voilà, tu viens, quoi, et puis on verra bien. Moi, je fais ok, je vais tester. Et ils m'ont pris. Vraiment, j'étais sur le cul, mais ils m'ont pris. Après un entretien, c'est quand même assez, voilà, à l'époque, ça rigolait pas à CTSEC. Et quand j'ai déjà dit en anecdote, ça une fois, ils m'ont fait faire une dictée, pour vous dire. Donc voilà, que j'ai plus ou moins réussi apparemment. Et donc ils m'ont dit venez dans 2 mois, ok Donc, et l'aventure a commencé comme ça. Ça va faire 5 ans, ouais, que je fais ça en fait de manière, ça en est mon métier maintenant. Ça a bien changé par rapport alors si tu veux dire que c'était mieux avant, n'hésite pas. Oui, c'était mieux avant. Mais bon, je vais pas faire le vieux ronchon, etc. Voilà, parce que chaque époque a son. Mais je pense que nous, on a eu les gens qui avaient peut-être 10, 15, 16 ans quand Internet est arrivé, c'est démocratisé, qu'on a passé des ordinateurs c'était pas si démocratisé que ça aussi d'avoir un ordinateur à la maison. Aujourd'hui, voilà, tout le monde là, on a eu la chance de connaître l'avant et l'après en fait, Internet, etc. C'est pas, on n'est pas né dans un monde où oui, il y avait déjà Google, il y avait déjà YouTube, non, à l'époque, vous voulez charger juste une image avec le 56K, il fallait prendre 30 secondes, 1 minute. Il y avait Napster à l'époque, un morceau de musique, par exemple, qui ne donne même pas les 3 mots. Aujourd'hui, en même pas 1 seconde, c'est fait. À l'époque, non. Voilà, il fallait, donc, on a vécu ça comme c'était une vraie révolution, ouais. Je pense que c'est pour ça que ça m'a tant passionné. Et quand tu rentres dans cette entreprise, t'as quel niveau par rapport aux autres? Comment est-ce que tu te sens par rapport aux autres, justement, parce que c'est ton premier boulot dans ce domaine? Est-ce que t'es quand même très compétent par rapport aux autres, ou t'es passionné et t'as envie d'apprendre? Comment ça se passe? Non, justement, ouais, surtout. Alors quand je rentre là-dedans, non, je suis pas, j'arrive pas en ayant la grosse tête, etc. Il fallait faire ses preuves. Plus à l'époque, les gens qui étaient là-bas, ils me regardaient quand même d'un œil suspicieux. Ils se disaient, mais celui-ci, on le connaît pas, il a pas fait les mêmes cursus que nous. Pas du tout d'ailleurs, même. Je les ai vus, les anciens, et d'ailleurs, au final, c'est un bien, ils m'ont testé, clairement, ils m'ont testé, ils m'ont envoyé sur des missions, des fois, un peu difficiles tout seul. Je suis pas arrivé, voilà, tout est gagné. Je pense qu'au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que ok, il y a des gens qui ont pas forcément fait des études supérieures et tout, mais ça n'empêche pas que pour faire le métier qu'on nous demande, voilà, on n'est pas en train de dessiner des ponts ou des maisons, faut pirater des systèmes. Ne dévalorise pas trop le métier quand même. Je veux dire, quand tu peux reverse engineer 200 mégas de code obfusqué, potentiellement, tu as la même compétence que quelqu'un qui envoie des fusées dans l'espace, quoi. Oui, ça c'est vraiment typique. Ouais. En pentest, on voit très peu ça.
Moi, je parlais dans le pentest, hein, mais effectivement, ceux qui font du reverse, et nous, on le voyait en plus dans la R&D. À l'époque, il y avait Masto, Stéphane Lebert, Acryl, enfin, il y avait Bruno, enfin, c'était, voilà, eux, c'était, du lourd, et je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Donc, ouais, j'ai dû faire mon trou. C'est vrai que c'était pas simple. Ça a pris 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, mais j'ai toujours eu une bonne étoile sur un certain, enfin, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais, pourtant, c'était pas forcément une bonne chose qui est arrivée. C'est qu'au bout de 1 an où je suis arrivé à Sogeti, tout le monde est parti. Quasiment tout le monde, en fait. Donc, on s'est retrouvé à 4 dans le bureau, avec mon chef actuel. Celui qui est aujourd'hui, le leader de l'équipe. Donc, ça a facilité les choses. J'avais déjà 1 an avec eux. Je suis resté, etc. Donc, au final, rapidement, je pu devenir, entre guillemets, un ancien, quand ensuite on a recruté tout un tas de juniors. Donc ça a facilité les choses. Voilà. Et est-ce que tu étais spécialisé dans un domaine particulier, ou c'était quoi le truc que tu aimais particulièrement? J'ai toujours aimé PNT, les entreprises, les réseaux internes d'entreprises. Alors, c'est quelque chose qui vient aussi de plein de choses. Déjà parce que j'avais toujours voulu le faire avant, mais c'était assez compliqué, voilà, de le faire quand on est chez soi. C'est quelque chose auquel on n'a pas accès, etc. Donc ça, c'était plutôt en Windows, je m'y connaissais vraiment bien, entre guillemets, en tout cas, je pense assez bien. Je pense que c'est assez vu, mais j'ai toujours aussi aimé, c'était en fait faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je sais pas comment expliquer, mais si on me demande, je sais pas, de faire de la VoIP, d'essayer d'intercepter une communication, tout ça, ça m'intéresse aussi en fait. C'est tout ce qui est pas tout ce qui je vais devoir rechercher, utiliser ma tête en fait. Pour moi, je sais pas comment expliquer, c'est très gratifiant en fait. Déjà de le faire, et alors là, quand on y arrive, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que même après, là, dans ma carrière entre guillemets, j'ai toujours essayé de me spécialiser. Par exemple, à Capgemini plutôt, je travaille. J'ai monté l'offre IoT de zéro avec l'ancien chef. La technique, c'est moi on a tout fait tout seul. Ensuite, on a démarché les clients, et ça aussi j'aime bien l'IoT, dessouder les puces, chercher les clés de chiffrement, tout ce qui est radiofréquence, etc. Voilà. Pareil pour la téléphonie, j'aime bien. Il y a des choses vraiment assez intéressantes à faire, tout ce qui est le SCADA, être sur des anciens systèmes avec des terminaux, même certains Orange encore, ce genre, tous ces trucs-là, ça me, voilà. En fait, quand c'est compliqué et que c'est exotique, voilà, ça m'attire plus. Et donc, ouais. tu as performé dans ce domaine puisque tu es l'inventeur d'un outil, d'une technique, je sais pas comment on peut dire, qui s'est imposé dans le monde du pentest Windows. Il s'agit de Petit Potam. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, comment c'est venu Petit Potam, pourquoi en fait je l'ai cherché on s'est rendu compte, en fait, il y a un outil qui existait déjà, qui existe d'ailleurs toujours, qui a été trouvé par des Américains, de SpectreOps, d'ailleurs. Donc, sûrement la meilleure équipe au monde officielle, en tout cas, de hackers, légal, qui permettait en fait de forcer l'authentification d'une machine à un attaquant. Alors, ça a plein d'utilités qu'on verra peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est très utile. Sauf qu'on a remarqué, c'était de plus en plus connu, c'était de plus en plus surveillé, et c'était de plus en plus, au final, entre guillemets, patché par les admins, etc. Quand on faisait des tests internes sur les réseaux. Donc on s'est dit, là quand même, on pense que avec la notoriété que ce truc-il a, la publicité, voilà, il faut qu'on en trouve un à nous, en fait. Puis qu'on le dise à personne, déjà, au début. On va pouvoir l'utiliser. Et puis après, on pourrait le sortir. Mais donc, à l'époque, j'étais avec Pixie, qui travaillait avec moi, qui est aussi un fan d'AD, avec qui on a fait beaucoup d'Active Directory. On avait cherché un peu, mais c'était un peu fouillis. Et arrivé là, il y a l'année dernière, je me suis dit, attends, j'avais du temps, hein, voilà. Là, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose parce que il y a le Print Nightmare qui vient de sortir, etc. Et en fait, donc ils vont patcher Print Nightmare, mais en patchant Print Nightmare avec ce genre de vuln, ça va patcher en fait la technique qu'on utilisait nous des Américains, de facto, parce que ça utilise le même RPC. Donc là, on s'est dit, il faut que je cherche. Donc là, en fait, j'ai pris en fait toute la doc de Microsoft,
il y a un endroit où on a 300-400 protocoles de doc. Et je me suis fait un par un. Voilà. Donc celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, celui-là il est bien, celui-là. Et je les ai tous, tous. Ceux qui me paraissaient intéressants. En fait, je les ai testés, et puis je les ai réimplémentés en Python. En Python, plutôt, économiste maintenant. Sur Packet. Parce que, heureusement qu'il y a Packet. Hein. Voilà, donc j'ai dû refaire que les structures, que ce genre de choses, et pas toute la communication, mais bon, donc j'en ai fait, je sais pas, peut-être 30. Ça. Et certains fonctionnaient, mais j'avais pas le compte machine qui venait, j'avais un compte en anonyme. Bon. Je me dis, bon, ok, je continue. Et un soir, j'ai testé ce fameux MS EFSRPC, donc Encrypted File System Remote Protocol, et ça a fonctionné, compte machine et tout. Donc Alors, quand tu dis ça a fonctionné, compte machine, pour les auditeurs qui connaissent pas bien de quoi on parle, est-ce que tu peux expliciter un petit peu? Oui, ouais, voilà, tout à fait. Effectivement, donc en fait, cette technique, que ce soit Petit Potam ou le spool sample qu'on appelait avant le truc des Américains, ça va forcer une machine, n'importe quelle machine, la vôtre, celle de votre collègue, n'importe quelle machine Windows, un serveur, un domaine contrôleur. Vous pouvez lui dire, viens t'authentifier à moi, et elle va le faire, en fait. Et ça a tout un tas d'implications. C'est-à-dire que vous pouvez beaucoup plus facilement prendre le contrôle de cette machine, si cette machine s'authentifie à vous. Pour tout un tas de raisons. Mais il faut que ça soit le compte machine, pas le compte d'un utilisateur classique qui se trouve dessus. Ouais. Parce que le compte machine, c'est l'équivalent du compte d'administrateur local, on va dire. Donc, lui, il a le droit de tout faire. Donc l'idée, en fait, c'est d'inciter la machine à venir s'authentifier en utilisant sur différents protocoles. Alors en fait, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, comment ça va fonctionner, c'est que Petit Potam, il va aller utiliser le protocole SMB, RPC over SMB. Donc c'est le protocole, un des protocoles vraiment basiques, classiques qu'il y a sur les réseaux de Windows. C'est sur le port 445. Donc en fait, c'est le protocole des partages de fichiers, par exemple. Quand vous allez sur un share réseau, ou que vous envoyez des fichiers, de votre ordinateur à un autre, il va utiliser ce protocole. En fait, il va se connecter à une certaine instance via SMB. Il va se connecter au système de EFSRPC, donc de chiffrement de fichiers. Et alors, de là, il va lui dire, j'ai quelque chose pour toi à telle adresse, j'ai un fichier qu'il va falloir que tu chiffres, en fait. Et lui, il va faire quoi? Il va tenter de se connecter à l'endroit que vous lui spécifiez, puisqu'il est bête et méchant, il va pas vérifier que ça peut être un piège, que ça se trouve ailleurs, etc. Et donc, il va venir chez moi, donc sur la machine de l'attaquant. Moi, je vais lui dire, ce que j'aimerais, c'est que tu t'authentifies à moi, donc donne-moi ton dérivé de ton mot de passe, en tout cas. Voilà, etc. Le truc, c'est que, tout ça pour dire quoi? C'est qu'avec ce dérivé de mot de passe de la machine, dans les réseaux Windows, soit vous vous authentifiez avec un mot de passe, peu importe où vous mettez le mot de passe, en fait, il va jamais passer en clair. Pour Windows, votre mot de passe en clair, il est jamais utilisé. Il va faire un condensat en le passant dans une fonction de hachage, et il va utiliser ça, en fait. Ça veut dire que, qu'on ait le mot de passe en clair ou qu'on ait le condensat, on peut se connecter avec Windows, on peut s'authentifier. Donc si moi je récupère votre condensat, je vais pouvoir soit me faire passer pour vous, soit limite dans certaines situations, m'authentifier directement à la machine, mais c'est beaucoup plus rare. Donc en fait, ce Petit Potam sert entre guillemets à intercepter le condensat de n'importe quelle machine ou de n'importe quel serveur, le mot de passe en fait, et de pouvoir le rejouer pour se faire passer pour lui. Et ça ouvre tout un tas de possibilités en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça a eu un bel impact. Parce que c'est sorti au moment même où il y a une attaque qui est vraiment géniale, qui a été trouvée par toujours les mêmes d'ailleurs, SpectreOps, sur les certificats de services. Je sais pas, je pense que vous avez tous entendu parler de ADCS. Oui, on a fait un épisode No Limit Sécu dessus, donc nos auditeurs peuvent s'y référer s'ils veulent avoir le détail de l'attaque. Voilà. Et donc, tout un tas d'attaques en fait de la DCS qui ont déjà été expliquées alors. En fait, vous pouvez vous faire passer pour la machine que vous voulez. Donc ensuite, vous faire passer pour elle, voler son identité, récupérer un certificat qui lui appartient alors que vous n'êtes pas elle en fait. Et ensuite, une fois que vous avez son certificat, vous pouvez vous connecter à la machine et voler tous les fichiers, faire du ransomware, faire ce que vous voulez. Donc, vu que c'est sorti au même moment,
Mais j'ai été un peu là-dessus, je me suis dit, j'étais un peu smart pour une fois quand même. Des fois, je me suis dit, oulala, c'est en train de péter là, avec Crypt Nightmare et Benjamin Delpy qui était à fond, enfin sur tout ça. Donc je me suis dit, ça y est, le spool sample, l'autre façon de pouvoir faire ce que Petit Potam fait, ça y est, ça va être cuit. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, je vais pas l'utiliser. Donc je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Je vais essayer de trouver un bon petit nom sympa, un truc qui passe. Et je vais sortir un petit peu en sauveur en fait de tous les pentesters qui vont se dire merde parce que voilà Spool Sample, le truc des Américains, c'était beaucoup utilisé. Donc ils se disent, et ça servait vraiment beaucoup, ça permettait de faire tout un tas c'était une primitive qui permettait vraiment de faire plein de choses. Donc je me suis dit je vais le sortir là et les gens ils vont faire voilà, ça va être un peu voilà, pas le sauveur mais voilà, ça va être vraiment utile parce qu'ils vont se dire et j'ai eu de la chance que tout un tas de gens et de journalistes assez un peu scrupuleux, on va dire, n'ai même pas pris le temps de vérifier que c'est pas moi qui ai trouvé la DCS en fait. Donc il y en a énormément qui ont confondu Petit Potam, qui est la primitive qui permet en fait de facilement ensuite faire de la DCS avec donc beaucoup de gens, j'ai même dû le clarifier à un moment, j'ai dû dire écoutez non, c'est pas mon travail la DCS, c'est le travail d'autres, etc. Et donc ça a fait tout un tas de, comme on appelle aujourd'hui, du buzz. On dit pas du drama plutôt? Ouais, là, ça faut vraiment être jeune, ouais. Moi, j'étais resté au buzz, moi, Et ouais, donc, et ça a beaucoup aidé, à le faire connaître. Je pense qu'aussi, ça peut paraître un peu étrange, mais le nom et la photo, avec les hippopotames, les trucs, ça joue aussi. Je pense que ça a joué. Je sais pas pourquoi, les anglophones aiment bien. Oui, parce que c'est pas évident. Est-ce que tu as choisi ton nom de telle sorte à ce qu'il soit prononçable en américain et facile ou est-ce que parce qu'il y a des fois des acronymes. Enfin, on pense à la preuve de programme au logiciel Coq qui sert à faire des preuves de programme depuis toujours et qui lui a dû changer de nom pour le coup parce qu'il n'était pas très compatible. Ouais, j'imagine bien. Bon, après, bon. Oui, non, c'était pas pour ça. Déjà parce que voilà, je m'en fiche, hein, en fait. Moi, je suis français au départ. Donc, je voulais sortir un truc qui me rappelle un petit peu ma jeunesse, qui soit en lien avec Topotam. Et parce que j'aime bien les hippopotames, en fait. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait marrant, Topotam, Petit Potam. Voilà, vu qu'en plus, c'était un dessin animé à l'époque. Enfin, qui n'a pas passé longtemps, mais voilà. Et je me suis dit, je vais l'appeler Petit Potam. Comme ça, si les gens ils me demandent pourquoi Petit Potam, etc., voilà, et d'où ça vient, ça vient de Topotam, et d'où ça vient Topotam, comme ça, s'ils veulent, je leur explique. Voilà, ça fait des petites anecdotes comme ça. Et après, en fait, c'est vrai qu'ils le disent Petit Potam, comme ça, c'est assez drôle, en fait. Mais j'y avais pas pensé, non, pas du tout au début. J'avais plus pensé quelque chose en rapport avec les hippos, ouais. Il y a plusieurs services sur Internet comme Pimp My CV ou Zero Day Marketing qui peuvent t'aider dans le choix d'un logo, d'un nom. Ouais. Alors justement, ça va paraître un peu bizarre de dire ce que je vais dire. C'est peut-être pas forcément. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. Je veux dire, ce genre de truc, c'est pas ma passion, c'est pas du hacking. Ça. C'est déjà que c'est devenu une industrie. Je veux dire, ouais, non, si on en est là à faire des copyrights pour. Non, enfin, je veux dire, voilà, donner un nom à un outil, je comprends. Tout le monde a fait ça, en fait. Mais ensuite, de là, faire un site web, comme on a pu le voir, hein, pour certaines vulnes, voilà. Des vulnes, en plus, qui n'ont même pas été droppées en full disclosure, hein, qui ont été rapportées en premier lieu pour essayer de toucher un billet. Voilà, c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, c'est plutôt la façon comme on était dans la scène de la fin des années 90 et début 2000. C'est soit on garde secret, pour nous, enfin, pour le groupe, en tout cas, soit on full disclosure. Mais je veux dire, d'aller... Aujourd'hui, ça va bien de dire ça, hein, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. D'aller toujours pour réclamer 1000 €, 5000 €, pour qu'ensuite ça soit en plus celui qui fait le logiciel et tout, qui peut vous balader pendant des mois et ne pas régler la truc, ou ne même pas vous citer, etc. Je trouve que c'est plus drôle de la donner comme ça, et voilà, allez-y, c'est gratuit. Et alors, comment tu l'as fait, toi, pour ce cas-là? C'est ce que t'as fait? T'as droppé ton outil sur GitHub et après, Internet s'est enflammé? Ouais, voilà. Non, en fait, je l'ai mis sur GitHub, j'ai préparé 2-3 lignes pour expliquer ce que ça faisait, mais sans trop non plus en dire, quoi. Et ensuite, j'ai fait un message sur Twitter. J'ai dit,
salut à tous, spool sample, le truc avant Petit Potam, c'est bien et tout, mais ça commence à se faire détecter, on aime tous recevoir des hash, enfin voilà, des empreintes cryptographiques, voici une nouvelle méthode qui pourrait vous intéresser. Puis comme ça, j'ai laissé, puis au bout de 2-3 jours, il y a des types qui me suivaient ou voilà, ils ont vu, ils ont dit attendez les gars, ce truc il faut, voilà, je les voyais, ils se parlaient, ils ont testé, ils ont fait c'est bon, ça marche, nickel, et là c'est parti. Et du coup, comment tu gères la relation avec, je sais pas, le CRTFR, Microsoft, etc. à ce moment-là? En fait, il n'y a pas de relation. Non, mais Microsoft n'a pas essayé de te contacter? Enfin, c'était sur GitHub, ils n'ont pas essayé de faire un takedown de ton repo? Non, je pense que non. Ils n'ont pas essayé de me contacter, j'ai pas essayé de les contacter non plus, hein. Mais je pense que bon, après c'était pas non plus une RCE non authentifiée, c'est pas le truc. Ils l'ont patché au début quand même, parce qu'il fallait pas oublier que Petit Potam, surtout pourquoi aussi, et ça c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Petit Potam c'était non authentifié. C'est-à-dire vous pouvez demander à n'importe quelle machine de s'authentifier à vous, vous avez même pas besoin d'identifiant Active Direct, de rien. C'est vous lancez le truc, hop. Alors ça ils l'ont patché au bout de 1 mois. Mais ensuite moi j'ai refait un bypass du patch. Et ensuite, ils ont plus jamais rien fait. Ils ont fait, voilà, comme j'ai dit ailleurs, débrouillez-vous, pour rester poli. Et sur le premier patch, du coup, t'as été crédité dans le bulletin Microsoft? Non. En fait, c'est eux-mêmes qui ont créé le bulletin pour eux-mêmes. Je fais bien les voir derrière, quand ils disent merci aux chercheurs, là, c'est Microsoft. Donc, bon, je les comprends, après c'est de bonne guerre, hein. Ils vont pas me créditer un truc qui... bon, voilà. Mais pour vous donner un exemple, pour aller plus loin, c'est que quand j'avais fait une toute petite conférence à un Meet RTFM comme ça, où justement je parlais de Petit Potam, avec une assemblée de jeunes, etc., voilà, en informatique. Et à la fin, j'avais donné une 0 death, parce qu'il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que Petit Potam, enfin, il n'y a pas que ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais donner un petit truc croustillant et tout, je vais montrer où est-ce qu'il y en a une autre, puis on verra qui va réussir à faire le code en premier, quoi. Donc c'est Shotdog qui l'a fait en premier, chapeau à lui. Il a bien remarqué le truc. Ça s'appelle Shadow Coerce, parce que cette fois-ci, au lieu d'utiliser MSEFS RPC, ça utilise un RPC, mais qui sur les volumes Shadow Copy. Alors c'est moins universel que Petit Potam, mais c'est pas mal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? Il y a quelqu'un sur Discord qui est un Indien qui me dit ouais super, est-ce que justement Shadow Coerce, tu la reportes à Microsoft? Je fais, non, il fait ouais, moi, je lui dis, si tu veux, vas-y, fais-le. Fais-le, en ton nom, pour voir. Il me fait, mais t'es sûr, c'est ton travail, je fais, t'inquiète pas, fais-le. S'il te donne de l'argent, tu le gardes pour toi. Il l'a fait, il a rien eu. Donc, voilà, une semaine après, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, ouais, c'est de la faute des admins, en fait, s'il y a ça. Ce qui est complètement illogique, mais bon. Et donc, il a rien eu, voilà, donc, ça servait à rien au final de leur remonter. C'est pas trop dans mon esprit de faire ce genre de choses. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a compris de ta technique de travail, c'est que tu as pris la spec Microsoft en partant du début, et donc là, tu t'es arrêté à E qui est EFS, mais potentiellement, si on passe à F quelque chose, il y a d'autres endpoints qui n'ont pas encore été testés, quoi. Alors, ouais, il y en a d'autres. C'est sûr et certain, ça. C'est sûr. Après, je les ai quand même fait quasiment tous jusqu'en bas, hein, mais il y en a plein que j'ai sauté parce que c'était trop long à implémenter, etc. Et je sais et puis il y a pas que RPC over SMB, il y a du DCOM, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a même certains services en SOAP, via le web et tout, qui peuvent, à mon avis, être vulnérables. Donc, et en parlant avec certaines personnes, des mecs qui font du red team des trucs dans le monde anglophone, ils en ont une. Ils veulent pas la dire, mais ils en ont une et c'est pas celle-là. Donc c'est sûr, ils en ont une autre. Voilà, mais est-ce qu'ils la donneront un jour? Eux, je sais pas. Voilà, c'est... Ben alors donc du coup, tu fais du pentest pour des clients. Et bon, t'arrives, tu déploies ton tool, tu récupères... Enfin, si t'arrives à attaquer un contrôleur de domaine, on va dire que c'est game over assez rapidement, parce que le compte machine sur un contrôleur de domaine, c'est pas très loin d'être Dieu. Qu'est-ce que tu dis au client à ce moment-là? On lui explique, alors avec les mots à nous. Alors déjà, en fait, comme j'ai dit, un Petit Potam n'est qu'une primitive. Ça veut dire qu'elle va vous permettre de récupérer les hash NetNTLM, que ce soit vrai, V2, etc.,
mais c'est pas l'exploit en lui-même. Par exemple, la primitive que vous pouvez faire, c'est faire un coup de petit potable, et le DC vous répond dans un protocole type SMBV1 qui est vieux en fait, qui est craquable avec des rainbow tables en 5 secondes. Donc la primitive c'est petit potable, mais l'attaque ça sera de casser l'empreinte cryptographique d'une courte machine en 5 secondes. Pourquoi? Parce que vous utilisez une ancienne version de NTLM. Pareil avec ADCS. Petit potable c'est que la primitive qui permet ensuite de capturer cette empreinte, de la relayer vers les attaques qu'on peut faire sur les certificats de service. Donc on lui explique tout ça. On lui dit probablement pour se protéger contre tout type de relais. Donc si possible ne pas utiliser NTLM déjà. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, petit potable c'est quand même bloquable d'une certaine façon, que Benjamin Delpuy d'ailleurs a sorti. Mais c'est très ennuyant parce que si vous avez des systèmes comme Vim, comme voilà tout un tas de choses comme ça qui font des backups en fait, de façon automatique, ils vont utiliser Oui, Vim, V-E-E-A-M, hein, pas V-I-M pour les auditeurs d'une certaine génération. Oui, exactement. Et donc là ils sont coincés. Donc en fait, contrairement à Spool Sample où il suffisait de désactiver le spooler d'impression, et honnêtement sur n'importe quel serveur ou même DC, vous n'en avez pas besoin du spooler d'impression. Cependant là non, vous pouvez pas le bloquer. Vous pouvez même désactiver le service. Le FSRPC ça va pas l'empêcher de pouvoir faire un petit potable. Donc on leur explique tout ça. Utiliser faire en sorte déjà de vous renforcer contre les relais NTLM, mais aussi ensuite on leur dit, n'oubliez pas que petit potable, c'est que la primitive. Si vous avez mal configuré votre ADCS, donc le certificat de service, c'est surtout ça qu'il faut régler en fait. Parce que vous pouvez faire petit potable, mais si derrière vous vous retrouvez avec une empreinte qui vous sert à rien, sachant qu'une empreinte pour une machine, à part si elle est en net NTLM V1, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça on le voit plus depuis, c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans. Mais si elle est pas comme ça, elle est incraquable. Le mot de passe il fait 128 caractères, je crois, pour un courte machine, donc totalement aléatoire, donc chapeau à celui qui arrive à en casser un jour. Et sinon, en fait, c'est tout un tas d'autres choses. Si vous avez mal configuré, vos serveurs en une constrainte de délégation et ce genre de choses, en fait, on leur recommande ensuite derrière de régler ce genre de choses. Mais surtout, si possible, ne pas utiliser NTLM. Ok, donc ce qui est quasiment impossible en fait, sinon beaucoup de raisons. Donc en fait, il y a des moyens de se protéger quand même de manière générique contre ces classes d'attaque, et c'est pas, je sais pas pour donner raison à Microsoft, mais on va dire que il vaut mieux migrer ces machines, ou aller sur des paramètres de sécurité plus robustes, plutôt que d'essayer de fixer tous les points d'entrée qui sont, dont la liste n'est pas exhaustive, connue de manière exhaustive aujourd'hui, quoi. Oui, ça sert à rien. Parce qu'il y en a plein qui sont inconnus, comme tu l'as dit, hein. Et puis voilà, ce qu'il faut, c'est plutôt soit la détection déjà, et aussi de la détection, parce que ça peut se voir, hein. Petit potable peut se détecter. Si vous avez un bon système, il y a des règles qui existent là, maintenant, etc. Mais il y a aussi des règles toutes simples avec Sysmon, qui permettent de voir ce que petit potable va se connecter à une interface qui a un UID qui est connu, en fait. Et si vous voyez qu'il y a une machine qui n'est pas votre serveur Vim ou n'importe quoi d'autre qui se connecte à ça, c'est qu'il y a un souci. Voilà, ça peut lever une alerte assez vite, mais oui, mais si. Bon. Oui. Du coup, ça suppose quand même de pouvoir analyser. Enfin, tu parles de Sysmon sur les endpoints ou tu parles de détection au niveau du trafic réseau? Ah non, sur les endpoints. Parce qu'au niveau du réseau, c'est pas des protocoles qui sont faciles à analyser, surtout c'est. Ah, c'est très compliqué. Parce que ça va pas dans SMB. Qui en plus c'est chiffré, donc c'est vrai, ça va être un enfer. Et surtout que c'est SMB, pour 443, il y a des milliers, des millions de paquets à la seconde sur un réseau d'entreprise qui utilise ça de façon legit en fait. Ouais, non, j'irais pas comme ça en fait, hein, ouais. Mais avec les RPC filters, pareil, là j'en parlais tout à l'heure, mais j'étais pas allé un petit peu plus dans le détail, mais si vous voulez vous protéger de petits podames et d'autres attaques connues de ce type-là, c'est possible d'utiliser en fait le firewall de Windows. Même moi, je ne le savais pas. Dans le firewall de Windows, on peut lui spécifier pas uniquement des ports ou des adresses IP, on peut lui aussi lui dire, écoutez, si quelqu'un se connecte à cette interface de Robot Procedure Call, de RPC, ça le bloque. Voilà. Donc en fait, vous désactivez pas le service, vous bloquez rien, à part juste de mettre une règle de firewall qui bloque cette UID.
Alors, du coup, c'est quoi l'avenir? Tu continues à travailler sur des variantes de cette attaque ou tu te recherches dans des domaines complètement différents? Je sais pas, tu passais sur du cloud, Active Directory ou des choses comme ça? J'ai cherché parce que je suis un peu déçu, je vous le cache pas, parce que, mais bon, tant pis, hein, c'est la vie. Mais je savais que Potam, on pouvait aller plus loin. Je pensais, j'en étais sûr qu'on pouvait faire une RCE avec, parce que il y a tout un tas d'applications à Potam. On peut créer, par exemple, n'importe quel fichier, à plus ou moins où on veut, sur n'importe quelle machine aussi avec Potam. Alors ça peut avoir une utilité, mais le problème c'est que j'arrivais pas à contrôler ce que je mettais dans ce fichier. Et ça aurait fait le gros potable justement. Donc j'ai cherché, mais et au final il y a James Forshaw, quelqu'un voilà, qui est vraiment ultra balèze là-dedans, tout ce qui est RPC, Décom, voilà. Et lui il l'a fait, il l'a trouvé. D'ailleurs il la reporte en cachette. En loose day, comme on disait avant. Mais il travaille pour Project Zero, donc il est tenu à des standards de responsible disclosure et de délai de 90 jours, etc. C'est vrai, voilà, parce que j'ai vu à un moment que Microsoft, en fait, à un moment, c'était quand, en décembre, en janvier, je vois, Petit Potam ne marche plus. Des fois. Enfin, des fois, ça fait pas, en fait, ce que ça doit faire. Je vais regarder, je regarde les patchs et je vois RCE dans MSEFS RPC. Je fais, qu'est-ce que c'est ce truc? Parce que là, c'était gros potable, donc ouais, puis je regarde, voilà, James Forshaw, machin, je fais plus. Mais, y a pas, on sait pas plus, on n'en savait pas plus. Et je vois sur Twitter qu'il ensuite, peu de temps après, il met le truc, et là, on peut aller sur Projet Zéro, il s'est ouvert, et donc on voit toute la discussion où il explique comment il fait, en fait. Donc il faisait tout ce que j'avais pensé, sauf que lui, il avait pensé à cacher le contenu du fichier dans les alternate data stream, qu'on peut mettre sur chaque fichier, en fait, à la fin. Et donc, bon, voilà, en fait, il a trouvé le trick, c'est l'idée, parce que voilà, il est bien meilleur. Hein. Et donc, il avait réussi quand même. Faut pas. Donc, si vous n'êtes pas patché, il y a une RCE via Petit Potam qui existe quand même. Donc, on peut créer n'importe quel fichier avec le contenu qu'on veut, où on veut, sur n'importe quelle machine. Donc, vous imaginez bien qu'il suffit de dropper une DLL au bon endroit. Et comme on dit, merci à boire et bon week-end. Donc. J'étais un peu déçu, mais en même temps, j'étais content que ça soit le maître de ce truc-là qui l'ait trouvé, quoi. Et pas. Et donc, du coup, le patch, c'est un patch binaire à appliquer sur la machine. Tu fais les mises à jour mensuelles Windows, ça marche. Oui. Ou c'est une clé de base de registre qui a été créée et que tu dois explicitement aller positionner. Parce qu'il y a des patchs Microsoft qui sont comme ça, où en fait, tu peux passer le patch, mais il se passe rien. Et derrière, il faut aller activer la clé de base de registre que le patch a créée pour que ça marche. Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait pour Printliner, entre autres. Donc si on n'a pas les clés de registre qui sont bien mis, etc., ça a beau bloquer certaines choses, mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même le faire. Là, non. Là, c'est vraiment un patch au niveau binary qu'ils ont fait. Et donc, bon. Sauf que... Donc en fait, en patchant sa RCE à moi, ça m'a bloqué mon Petit Potam à un moment. Mais en fait, c'est simple parce que ils forcent les gens maintenant à utiliser... il y a plusieurs niveaux d'authentification quand on veut s'authentifier un RPC, etc. Bon. Et ils utilisent un niveau au-dessus. Donc en fait, j'ai tout simplement modifié le code. J'avais 2 lignes de code que j'avais commentées parce que voilà, je voyais qu'on n'avait pas besoin. Et puis en fait, je les ai décommentées. Et hop, maintenant c'est réglé. Voilà. Ça fonctionne maintenant. Après, dans ce que je recherche plus maintenant, j'ai un peu lâché les RPC parce que ça m'a pris ça a pris tout le temps, ça. Mais bon, je suis resté dans le même domaine, mais je suis passé dans tout ce qui est via SOAP. Donc, comme je disais, en fait, il y a énormément en fait, de serveurs Windows. Vous allez voir, vous allez scanner un serveur web ou un WSUS, par exemple, sur le truc, et vous allez sur vous voyez juste la page IIS. Voilà. Et vous dites, mais à quoi ça sert, en fait, ces trucs? Voilà, en fait, derrière, il y a tout un tas de web services, d'API qui traînent. Et donc, moi, j'ai regardé un peu tout ça. Donc là, je suis sur WSUS, parce que WSUS, il y a plusieurs protocoles. Ça peut être d'un serveur fils vers un serveur maître, vous savez, qui se transmettent entre les updates, ou d'un client vers le serveur, et tout ça. Et donc, en fait, tout ça, ça se parle par en SOAP, par du web, qui est pas forcément authentifié et tout. Donc, je suis en train de regarder, parce que je pense que, voilà, ça a moins été regardé que Exchange. Il faut dire que SOAP, c'est aussi un vieux protocole d'API web qui est basé sur du XML, donc c'est un petit peu la punition aussi pour investiguer, enfin, par rapport à du REST ou des choses que tu peux faire à la main avec un curl. Là, si tu veux faire du SOAP,
Alors effectivement, tu as plus de chances de trouver une XXE, une External Entity, dans le parseur, mais par contre, le ticket d'entrée est quand même beaucoup plus important, surtout qu'il y a de moins en moins d'outils maintenant qui supportent SOAP, qui font du SOAP. C'est un peu une technologie obsolescente. Ouais. Donc effectivement, il y a tout ce qui est XXE qu'on pourrait trouver. Alors moi, je serais ravi, parce que si c'est une XXE qui va aller chercher un fichier sur le file system, voilà, mais des fois, avec une XXE, on peut aller lui demander, un peu comme une SSRF, une server-side request forgery, on peut forcer le serveur, tiens, mais va te connecter à ma machine, quoi. Donc s'il vient se connecter à ma machine, c'est ce que je recherche. Mais il y a aussi, dans tout un tas de paramètres qu'on peut envoyer en SOAP, je pense qu'il y en a certains qui sont vulnérables. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère toute la liste puis je la passe dans SOAP UI ou dans des trucs comme ça. Puis après je teste tout un par un. Faut fuser, faut regarder un peu comment ça se comporte. Parce que derrière, en plus c'est du C# beaucoup. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut en même temps, moi j'ai BVM WSUS, puis en même temps avec DNSpy ou InSpy, je regarde un peu comment ça marche, comment il reçoit les paquets, ce qu'il fait avec. Donc, est-ce qu'il sérialise les trucs, est-ce qu'il les désérialise plutôt, voilà, je regarde tout un tas de choses comme ça. Et je cherche, voilà, c'est comme j'ai souvent dit, voilà, si les gens cherchent, ils trouvent. En fait. Il faut un peu de temps. Si tu n'as pas encore trouvé, c'est que tu n'as pas cherché assez profond, c'est ça. Ouais. Oui, parce que... Mais j'en suis sûr. Il y a de la désérialisation qui conduit à de l'exécution de code dans C# ou... Ah oui. Parce que pour moi, c'était quand même... Je sais qu'il y a YSOSerial qui marche très très bien pour Java, mais j'avais moins d'exemples en tête dans C#, dans .NET de manière générale, à part quelques trucs un peu obscurs dans tout ce qui est ViewState et autres, mais... voilà, par exemple. Il y a eu ça beaucoup dans Exchange. Par exemple. En fait, on pouvait, c'était pas c'était de la triche en fait, parce que le ViewState il est protégé, mais en chaînant plusieurs vulnes, ils ont réussi à pouvoir choper la clé qui permet en fait de crafter un ViewState qui soit valide, et donc dans ce cas-là, c'est fini. Oui, parce que le ViewState stocke plein de paramètres de l'application, donc du coup tu peux manipuler ton état, tu peux te passer admin, etc. Mais est-ce que tu peux carrément désérialiser quelque chose qui va s'exécuter sur la machine? Oui. Ok. Après, il faut que... alors, je dis oui comme ça, c'est facile de dire oui, mais bon, après, il faut aussi étudier l'application, parce qu'il va falloir faire le bon enchaînement d'objets, ça se fait pas comme ça, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a IOSerial. J'ai souvenir, par exemple, sur Exchange, de trucs comme ça. Bon, Lionel, merci beaucoup pour cet exposé passionnant, en tout cas. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Apporter le mot de la fin... Je sais pas, j'ai jamais été très fort pour ce genre de choses, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être invité et puis, si mon histoire est ce que je vous ai raconté, en fait, ça peut motiver certaines personnes aussi. C'est-à-dire que, comme on dit, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Eh ben, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.